Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis de 10h30, nous sommes en direct pour le libre journal de Controverse. Je salue mon prédécesseur Nicolas Stocker, assisté de Lara Stam pour le libre journal de géopolitique profonde. Nous avions eu un entretien, un échange passionnant avec notre ami Pierre-Antoine Plaquevent. Je salue bien entendu le standard Patrice du standard, l'homme à la belle écriture. Il prendra vos messages d'art et nous les apportera, nous les lirons. Je sais que vous aurez aujourd'hui énormément de commentaires. Je salue bien entendu le retour, j'allais dire un anglicisme, mais comme on m'a mis le cochonnet, donc je ne vais pas le dire. Donc c'est le grand retour de Virginie à la réalisation. Mimi Glam, elle chante du Michel Sardou comme personne dans ses concerts endiablés où elle fait tourner les serviettes et les soutiens-gorge, évidemment. Voilà, c'est Mimi Glam. Bientôt encore à nouveau en concert, c'est pour ça qu'on la voit plus. Hein, voilà. Elle préfère partir à l'Olympia et au Zénith que... Ah ben je n'entends pas ce que dit... rentrez au studio là que j'entende ce qu'on dit à l'extérieur. C'est pas Glam apparemment, c'est Vlam, c'est ça? C'est Vlam? C'est Ah, Vlam, Mimi mais non, Vlam. Glam. Ah là là, à chaque fois je me trompe. Pas Mimi Glam. Parce que je pensais que c'était Glamour en fait. Donc c'était... C'est bon ça. Je pensais que c'était le glamour. En tout cas, elle est ici présente pour la réalisation. Voilà, l'Olympia, le Zénith se l'arrache et on essaie de la voir de temps en temps. Hein. Bon, bref, c'est pour ça qu'il faut donner à Radio Courtoisie si vous voulez qu'elle réalise plus souvent les émissions du samedi matin. Alors aujourd'hui, j'en suis vraiment très content parce que j'ai un très très beau livre, un livre pour moi d'importance de notre ami Marion Saint-Michel, Gouvernance perverse, la décoder sans libérer. Marion Saint-Michel, psychologue, clinicienne, diplômée en sciences politiques. On va parler de cette période, de cette affreuse période de la crise sanitaire. Bon, pas si affreuse que ça pour beaucoup, parce que voilà, j'ai fait un reportage cette semaine qui sortira demain 17h à République, où j'ai posé la question aux gens ce qu'ils en pensaient. J'ai même montré le livre de Corinne Lalo qui dit que voilà, on leur a menti. Bon, ça n'a pas, ça n'a pas créé de grande diffusion de leur part. Les gens m'ont dit, nous recommencerons. Ah d'accord, ouais. Oui. Ça me fait une très bonne introduction ce que vous êtes en train de dire pour ça. Là. Oui. Oui, parce que dans ma réflexion, je pars du principe que tout le monde a été traumatisé, mais qu'il n'y a pas grand monde qui en est conscient en fait. C'est vrai. C'est un peu le point de départ. Et donc ce que vous dites là, ça corrobore complètement ça. Alors qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas conscient du traumatisme de la crise sanitaire ? Déjà, dans la plupart des traumas, il y a toujours une partie inconsciente. Et il y a beaucoup de traumas, finalement, qui ne se révèlent que des années ou des mois après, soit à la suite d'un retour d'événement, parfois d'un tout petit détail. Mais c'est un peu dans la nature du trauma d'être au moins partiellement inconscient. Un peu comme l'iceberg, il y a une petite dimension. Certainement, les gens se souviennent d'avoir eu des moments tendus, d'avoir eu un peu peur, d'avoir des choses de ce genre. Mais des gens qui ont le sentiment de l'importance, au bout du compte, de ce que ça a pu changer dans leur vie, ou dans la façon dont on les a traités, ou de la façon dont on a représenté l'être humain à cette période-là, somme toute, il n'y en a pas énormément. Pour beaucoup de raisons. C'est quand même bizarre, parce que, alors, on vit une période où on est enfermé... genre la moitié de l'année. Bon, déjà, c'est quand même bizarre. On est obligé de porter des masques, ce qu'on n'a jamais fait, en tout cas dans le monde moderne, en tout cas en France. D'ailleurs, on a même, à l'époque, rappelez-vous, créé une loi pour pas se cacher le visage. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on vit ça pendant 2 ou 3 ans avec un masque. On vit aussi avec un pass sanitaire, puis après un pass vaccinal. On nous oblige à nous injecter, donc pas totalement obligatoire, mais bon, pour certains c'était obligatoire. Mais après tout ça,
on se dit ah ben non mais en fait j'ai un trauma mais d'où ça vient? Les gens se posent la question d'où ça vient. Ben, forcément déjà, ça ne peut venir que de ça. oui, alors déjà pour se poser la question d'où ça vient, il faut avoir conscience d'avoir un trauma ou même que globalement, parce qu'en fait mon point de vue c'est qu'on a eu un trauma collectif en fait. Hmm. Et derrière ce trauma collectif, il y a une somme de traumas individuels. Mais pour beaucoup de personnes, en fait tout ce qu'on a dû vivre là, c'était juste obligé, on n'avait pas le choix. Il y avait un grave virus, heureusement que le gouvernement a pris toutes ces décisions et la possibilité de les mettre en perspective par rapport, on pourrait dire, à une anthropologie humaine et aussi au respect du droit tel qu'on le connaissait jusque-là. Prenons l'exemple du fameux principe de précaution dont on nous a rebattu les oreilles pendant des dizaines d'années avant la crise sanitaire. Vous remarquerez qu'à partir de la crise sanitaire, on n'a plus jamais parlé du principe de précaution. Donc, on a bien entendu, nos gouvernants pervers changent régulièrement de discours en fonction de leurs intérêts. Mais donc, pour beaucoup de personnes, ce qui s'est passé là, c'est ce qui devait se passer vu la dangerosité de ce que nous vivions. Et je pense que même certains sont tout à fait presque dans la gratitude. Enfin, il y a encore des gens qui pensent que le gouvernement a fait tout ce qu'il fallait. Et que heureusement qu'on a été confinés, heureusement qu'on a eu ceci, qu'on a eu cela, les masques et tout ça. Oui mais parmi ceux qui ont mal vécu cette période, intellectuellement, ils n'ont pas un cheminement où ils peuvent s'expliquer que attendez, j'ai mal vécu cette période, donc du coup, depuis cette période, je vais pas bien. Pour cela, ils ont besoin d'aide. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. C'est un peu le travail des psys en cabinet. On est habitué à ça. C'est-à-dire que quand les personnes arrivent en cabinet, la plupart du temps, elles ont une difficulté, elles vont mal, elles ont une difficulté à vivre telle ou telle chose du quotidien, mais elles n'ont pas nécessairement du tout la question de l'origine en tête, en fait. Elles ne savent pas pourquoi elles ne vont pas bien. Et ce qui va justement les aider, ça va être de les aider à nommer les choses progressivement. Mais très souvent, c'est nous qui mettons un mot à un moment donné, le mot de trauma ou le mot, plus simplement, parce que ça les touche pas directement, mais on va mettre le mot de maltraitance, on va mettre le mot de harcèlement, on va mettre le mot d'action perverse vis-à-vis d'elle. Et là, on sent quelquefois dans le regard de la personne quelque chose qui se passe et qui se dit « Ah bon, mais est-ce que j'aurais vécu quelque chose de cette nature ?» C'était passé au travers et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça passe au travers. D'abord parce que beaucoup de gens sont pris, et ça non plus je pense que ça n'est pas un hasard, dans un quotidien tellement compliqué, tellement rudoyant, avec plein de choses à régler, et sont pris tout simplement dans une routine, et une routine qui souvent n'est pas simple. Donc la possibilité de prendre du recul par rapport à ce qu'on vit n'est pas si facile que ça. Alors, il y a aussi des défenses par rapport à ça, parce que quelquefois, si je prends du recul, je vais me rendre compte des choses et ça va peut-être m'inquiéter plus qu'autre chose. Il y avait une sorte de déni, hein, comme on dit, parce que si je commence à voir les choses, je m'inquiète. Donc, beaucoup de personnes, sans que ce soit un choix conscient, vont agir dans le sens de ce qui leur permet de travailler et de vivre leur quotidien sans prendre le recul nécessaire. Et il y a la deuxième chose aussi, que nos gouvernants connaissent très bien et sur laquelle ils insistent, c'est la culpabilisation à ne pas réussir à être dans ce qu'on nous demande d'être. Hein, ça, c'est très net aussi. Est-ce que vous pouvez quantifier peut-être parmi vos patients un pourcentage de ceux qui ne vont pas bien à cause justement de toutes ces mesures sanitaires? C'est difficile de quantifier, mais si vous voulez, c'est plutôt le sentiment que certaines transformations ont eu lieu pour la plupart des gens, de manière parfois extrêmement insidieuse, mais qui transforment leur rapport au réel. La fameuse distanciation sociale, par exemple, elle est restée dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens, d'ailleurs, je pense que au niveau de la culture, les théâtres, les lieux de distraction et tout ça le constatent certainement. Il y a une tendance à se replier sur soi, il y a une tendance à avoir moins de contacts sociaux, il y a une tendance à la méfiance vis-à-vis d'autrui, donc la distanciation vis-à-vis de mon prochain. Toutes ces choses-là se sont installées progressivement pendant la crise, me semble-t-il, là encore sans que les gens en aient nécessairement conscience. Mais on sent beaucoup plus d'isolement des personnes, beaucoup plus de sentiments de solitude et de perte de confiance dans la société, de perte de confiance dans l'autre, de difficulté à prendre contact avec l'autre, même de manière interindividuelle comme ça, dans la rue, les prises de contact, je ne sais pas, au restaurant, où une vieille dame fait tomber son sac et vous l'accostez ou vous l'aidez. On voit beaucoup plus de réactions un peu de crainte et d'éloignement par rapport au lien social classique. Et ça, à mon avis, c'est vraiment venu de là.
Alors bien sûr, je ne vous parle pas de la multiplication de l'anxiété et de l'angoisse, de la perte de sens en général, hein, on a beaucoup de perte de sens. Les gens s'accrochent à une routine et puis de temps en temps, enfin, dès qu'il y a une difficulté, et Dieu sait qu'il y en a souvent dans leur vie, bah, c'est en fait à quoi ça sert tout ça?